Bonjour à tous et à toutes, vous êtes actuellement en train d'écouter le journal des lycéennes. Il est 9h26, on n'est absolument pas en retard ce matin. Donc ce matin, c'est avec notre plus grand plaisir qu'on accueille notre premier invité et aussi le dernier. Ilan. Coucou chez moi. Moumou la reine des mouettes. Je sens que cette émission va être n'importe quoi. Oh oui, il fallait pas m'inviter pour la dernière, hein. Vous savez pas ce qui vous attend. Oui. Yes, il viendra donc avec nous pour parler de nos chroniques et peut-être, surprise, en faire une à la fin. Ouais. Oh mince, j'ai tout spoilé. Chut. Si je suis motivé. S'il est motivé. Motivé, il faut se motiver. Oh, je sais pas. Ensuite, bien évidemment, nous sommes avec la chroniqueuse de toujours, Clairette. Coucou Clairette. Coucou moi. En tout cas, moi, j'espère que vous allez bien dans le studio. Ils ont l'air d'aller bien. Coucou Léane. Et j'espère que vous, chers auditorices, vous allez très bien aussi. En tout cas, nous, ça va super, enfin, je crois. Et Oui. je vous propose de passer directement au programme de cette semaine. Vous commencerez donc par entendre la chronique de Clairette sur les gammes de Pythagore et non pas les games de Pythagore, comme j'ai fait l'erreur de les noter tout à l'heure. Et ensuite, il y aura la musique de la semaine. Oh. Et vous finirez par entendre ma chronique sur la mémoire. Oh. Et peut-être qu'il y aura une surprise à la fin. Oh. Claire, est-ce que c'est bon pour toi ? Et moi je suis partie. Eh bien Claire, l'antenne est à toi. Donc petit préambule avant de commencer ma chronique. Ce que je vais vous faire là, c'est une partie de mon grand oral, donc en spécialité mathématiques. Donc ça m'entraîne un petit peu, et je dis une partie parce que de un, je l'ai pas fini, et de deux, c'est compliqué d'expliquer tout ça sans schéma. Donc ce qui nécessite des courbes ou des graphiques, je vais pas en parler parce que je vais pas pouvoir vous le montrer. Tu peux essayer de dessiner avec les sons. Ça va être compliqué, Ilan. Ah. Je veux bien essayer de faire plein de trucs, mais ça va être compliqué. Donc je vais commencer. Dans leur livre Histoire de la musique dans l'histoire, Thierry Bernardo et Marcel Pinault nous disent que, je cite, « La musique est une science autant qu'un art. » Et je suis bien d'accord avec eux. La musique a un fonctionnement très mathématique. Et ça, Pythagore l'a bien compris. Mais qu'a-t-il compris exactement ? Quel lien a-t-il pu faire entre la musique, qui est un art, et les mathématiques, qui sont une science ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Et oui, déjà pendant l'Antiquité, les mathématiciens s'intéressaient à la musique. L'idée, c'était d'organiser les fréquences des notes de la plus grave à la plus aiguë. Donc pour cela, Pythagore a utilisé un monocorde. Mais qu'est-ce que c'est qu'un monocorde ? Comme son nom l'indique, c'est une caisse de résonance avec une seule corde et un espèce de petit chevalet qui permet de faire varier la longueur de la corde. Est-ce que vous arrivez à vous représenter à peu près tout ce que c'est ? Ouais, c'est pour... Ouais. Voilà. Si on veut se le représenter, c'est un peu comme le manche d'une guitare avec une seule corde, et le chevalet correspond à la frette où on appuie avec son doigt, pour Léane. Oui. Les pythagoriciens ont constaté que quand on déplace le chevalet au milieu de la corde, les deux parties de celle-ci font le même son. De plus, la note est la même que celle de la corde à vide, mais en plus aiguë. Ça correspond à l'octave. Avec des termes plus mathématiques, on va dire que l'octave, donc plus aiguë, vaut 1/2 de la corde initiale. Il y a un rapport de 2 entre les deux notes. Nous pouvons prendre en exemple le La, dont la fréquence est 440 Hz. Sa fréquence à l'octave du dessus va être de 440 x 2 égale 880 Hz. On peut réitérer l'expérience en mettant le chevalet aux 2/3 de la corde. Les deux parties de celle-ci sont à l'octave, parce que quand on partage en 3, 2/3 x 2, enfin non, 1/3 x 2, ça fait 2/3. Ouais. Donc on voit qu'il y a un rapport de 2 entre les deux parties de la corde. Entre les portions, quoi. Exactement, Ouais. merci. Donc les deux parties de la corde sont à l'octave. Elles sonnent bien avec la note de la corde initiale aussi. C'est la quinte de la note initiale. Prenons toujours l'exemple du La 440 Hz. Sa quinte va être 440 fois 3/2 égale 660 Hz, ce qui correspond à un Mi plus aigu. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai utilisé, on va dire, l'inverse pour les non-mathématiciens. C'est-à-dire que quand tu divises par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. J'explique ça, je m'attelle pas plus longtemps là-dessus parce que ça va prendre trop de temps. Si vous voulez vous renseigner sur ce qu'est l'inverse, révisez vos cours Un de... sur. Voilà, c'est 1 sur quelque chose.
Donc c'était en répétant cette opération qu'est née la gamme de Pythagore, qui se compose d'une suite de quintes. Et ce qui est magique avec cette suite de quintes, c'est qu'au bout de la 12e répétition, on retombe presque sur la note de départ. C'est pour ça que nous avons 12 notes dans la gamme tempérée. Alors, oui, je pense que vu ta tête, il y a un truc que j'ai oublié de préciser, que je précise tout de suite après, dans ma partie d'après. Nous avons donc une suite géométrique de raison 3/2, donc l'inverse de 2 tiers, comprise dans l'intervalle 1-2. C'est important que ce soit dans l'intervalle 1-2. Pourquoi ? Pour pouvoir avoir le maximum de notes dans la gamme, mais j'y reviens plus tard. Notre suite fonctionne comme ceci. Nous prenons une fréquence initiale, UN, et nous la multiplions par 3/2. Si le résultat sort de l'intervalle 1-2, nous le divisons par 2 jusqu'à ce qu'il re-rentre dans l'intervalle. D'où le fait que, à la bout de la 12e répétition, on retombe presque sur la note initiale. Donc, je vous épargne comment on écrit la suite parce que c'est pas très très radiophonique. Mais que se passerait-il si nous ne divisions pas par 2 ? Eh bien, la suite serait beaucoup plus simple à analyser, je vais pas vous mentir. Donc, quand n tendrait vers plus l'infini, la limite de la suite serait elle aussi plus l'infini. La suite serait donc divergente car elle ne tendrait pas vers une limite finie. Le problème avec ça, c'est que les quintes seraient bien toutes rangées dans l'ordre, il n'y a pas de problème. Mais elles seront trop éparpillées dans le domaine audible des sons, car elles seront sur 7 octaves différentes. Et ce qui ne nous permet pas d'avoir accès à toutes les notes possibles et inimaginables. Voilà. Alors qu'avec notre suite, si on la divise par 2 à chaque fois que ça sort de l'intervalle, on va avoir les mêmes notes, mais dans l'intervalle. Ce qui fait qu'on va pouvoir ensuite beaucoup plus facilement passer d'une fréquence initiale qu'on peut, du La 440. On va beaucoup plus simplement pouvoir trouver toutes les notes de la gamme. Et toutes les notes, donc la quinte de la quinte, la quinte de la quinte de la quinte de la quinte, etc. Cette suite fonctionne, donc, comme je viens de le dire, peu importe la fréquence de départ. Donc voilà comment sont nées les 12 notes que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, avec les dièses et les bémols. Ouais, parce que ça fait pas 12. Non, c'est la première fois qu'on prend de la musique en radio. Bah, c'est que du coup, comme toi tu fonctionnes très mathématiquement, ouais. c'est logique. Et moi, quand j'ai fait mes recherches pour ma chronique, j'ai trouvé ça ultra intéressant, parce que du coup, je suis musicienne, mais j'ai aucune notion de solfège. Ouais. Ce qui est un peu con. Et bah, ça m'a permis de comprendre un peu de solfège, etc. C'est génial. C'est quoi une gamme tempérée ? C'est une gamme qui est dans le continent Eurasie avec le climat. Merci. Non, par contre, c'est vraiment c'est quoi ? En fait, la gamme tempérée, c'est la gamme qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire la gamme de 12 notes. Ah, ok, d'accord. Si vous avez d'autres questions. Oui, j'en ai une autre. Oui. Pourquoi quand on retombe à peu près sur la note de départ, c'est des incertitudes ou... Bah, c'est qu'en fait, 3/2, enfin tu multiplies par 3/2. Oui, ouais. Donc tu retomberas pas forcément. Enfin, imaginons tu prends 1 comme note de départ. Ouais. Si tu multiplies chaque fois par 3/2, tu retomberas jamais sur 1 précisément au bout de 12 fois. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est à peu près. Et c'est pour ça que du coup, là j'en ai pas parlé, mais cette dernière quinte, la 12e, on l'appelle la quinte du loup parce que elle est pas parfaite. Il y a un petit décalage. Ok. Par rapport aux autres, un décalage Ouais. mince, mais qu'elle a quand Ça même. rentre quoi. Et qui s'entend en termes de fréquence. Ah ouais ? Ouais. Une oreille absolue, genre tu dirais... Ah, mais pas une oreille absolue. Hein. Ah, une oreille tout court ? Une oreille tout court. D'accord. Je dois pas avoir d'oreille alors. Non, c'est du coup, on l'utilise plus vraiment parce que maintenant, on a trouvé d'autres façons pour noter la musique et coder la musique, on va dire. Je dis coder parce que c'est comme ça que ça m'évoque. Plutôt que la gamme de Pythagore. D'accord. Voilà, on a trouvé des plus récentes. En attendant, c'est super intéressant. Et surtout, si j'ai pu le comprendre, c'est que c'est vraiment bien expliqué. C'est vrai ? Bah, du coup, oui, je pense. Félicitations, Claire. Bravo, Claire. Est-ce que tu as compris, Léane, ou pas ? Oui, moi j'ai compris. Mais parce que tu me l'avais déjà expliqué. C'est vrai. Mais oui, j'ai compris. Et imagine-toi en tant que... Donc, on a le prof de maths qui a compris, je suis contente. Imagine-toi en tant que prof d'art plastique. Est-ce que tu aurais compris ? Oui, moi j'aurais compris. Ok, ça m'arrange. Ça t'arrange. Effectivement, c'est une très très bonne nouvelle. Parfait. Bravo. Nous allons donc passer maintenant à la musique de la semaine, qui est... Le bug. qui est The le Damn blanc, Song. pas du tout, qui est This Love de Maroon 5. Je vous dis donc à tout de suite sur Delta FM 90.2. On est
de retour sur Delta FM 90.2. Il est actuellement 9h40 et vous venez d'écouter This Love de Maroon 5. On va se retrouver maintenant sur ma chronique sur la mémoire. Et voilà. Nous sommes toujours en compagnie de Ilan et Claire. Oui, c'est toujours nous. Qui sont avec nous et qui sont très contents d'être là. Dites que vous êtes heureux d'être là. Ça fait un peu le flingue sur la tempe, ça. Dis que t'es heureux. Oui, je suis content d'être là quand même. Bon, bah voilà. Par contre, si on peut m'enlever le couteau qui est sous la gorge, du coup. Parfait. Ok, pardon. Ce petit mouvement de tête. Ok, alors, bonjour tout le monde. Faut savoir qu'à la base, je devais vous parler du grand oral, comme Claire l'a fait, parce que c'était censé être le thème de l'émission d'aujourd'hui, et vous raconter un peu mes questions, etc., etc. Étant donné que ça m'a pris la tête hier soir parce que j'arrivais pas à faire une chronique avec, et que j'arrivais pas à m'en souvenir exactement de tout ce que je m'étais dit sur mon grand oral, je me suis dit, YOLO, on va faire une chronique sur autre chose. Et quoi de mieux qu'à l'arrivée des examens, faire une chronique sur la mémoire. Bah voilà, on y est, c'est la chronique sur la mémoire. Et il faut savoir que j'ai cette idée depuis avril et que je l'avais jamais faite jusque-là. Donc la mémoire, c'est une faculté fascinante qui nous permet de conserver et de rappeler des événements, les connaissances et les émotions de notre passé. Elle est à la fois un véritable trésor, un guide précieux dans notre vie quotidienne, donc je vous propose de parcourir ensemble les méandres de cette fonction cognitive essentielle. La mémoire, elle se divise en plusieurs systèmes interconnectés. Un peu comme genre une IA. C'est plusieurs systèmes interconnectés. Vous avez l'air passionné par ce que je dis. Ça va ? Ça veut dire quoi le mot méandre ? Non, mais la définition pure, parce que je comprends dans le sens de la phrase, mais je viens de me poser la question. Bah, les méandres. Très bien, merci, continuons. Donc, comme je disais, la mémoire, elle se divise en plusieurs systèmes interconnectés. Le premier est la mémoire sensorielle, qui enregistre brièvement les informations provenant de nos sens. Ensuite, il y a la mémoire à court terme, ou mémoire de travail, qui nous aide à traiter activement les informations présentes dans notre esprit, mais elle est limitée dans sa capacité de stockage, telle une clé USB. Cependant, c'est notre mémoire à long terme qui retient toute notre attention. La mémoire à long terme, elle se compose de deux sous-catégories principales, la mémoire explicite et la mémoire implicite. La mémoire explicite, également appelée mémoire déclarative, est responsable de la conservation des faits, des événements et des connaissances générales. Elle se subdivise en mémoire épisodique, qui enregistre nos souvenirs personnels, et en mémoire sémantique, qui stocke les connaissances abstraites. Comme par exemple la philosophie. D'un autre côté, la mémoire implicite concerne les souvenirs et les habitudes automatiques, souvent acquises de manière inconsciente. Elle joue un rôle crucial dans l'apprentissage moteur, la maîtrise des compétences et des talents. Comme par exemple, Claire avec la guitare, ou le ukulélé, ou la batterie. J'en ai oublié là déjà. J'en ai oublié quelques. Oui, j'ai oublié le piano, j'ai oublié le kalimba, les tartes aux pommes. les tartes aux pommes. Aussi, je fais très bien les tartes aux pommes. Parce que Claire adore les pommes. Il faut savoir que Claire est passion pomme. Ah ouais. Ça, c'est... Tu peux même pas expliquer ça. Ah, On au peut stade pas de expliquer passion ça, quand même. c'est pas explicable. Cependant, la mémoire est loin d'être infaillible. Elle est sujette à des biais de distorsion et des oublis. Parfois, des souvenirs peuvent être déformés, oubliés ou même créés de toutes pièces. Ces fragilités de la mémoire soulignent l'importance de la prudence dans l'interprétation des événements passés et de la vérification des informations. Alors, je vais vous poser une question simple. Comment la stimuler pour vous souvenir de toutes vos futures évaluations ? Et nous, ici, tous en terminale, notre grand oral et la philosophie qui arrive la semaine prochaine et dans 2 semaines. Yes. Oui. Moi, madame la professeure, Oui. on entend souvent, surtout, le fait qu'on n'a pas tous la même mémoire, qu'il y a des mémoires plus, je sais pas, photographiques, d'autres plus à la musique, etc. Donc, ce serait de trouver en gros des 5 sens à interpeller, à faire coucou c'est moi, et genre par la musique, par, je sais pas, des graphiques, etc. ou la lecture, voilà, retenir. Oui. Moi, ça aurait été quelque chose que je ne fais pas, mais relire son cours régulièrement. Ah ouais, travailler sur le long terme, ouais, c'est bien ça. Ce que j'aurais dû faire dès le début d'année. Travailler sur philo. Travailler sur le long terme. Non mais travailler sa mémoire sur le long terme, c'est-à-dire pas essayer pas essayer d'apprendre la veille pour le lendemain, mais arrête de faire ch'ting, mais commencer 2 semaines en avance, parce que quand tu travailles ta mémoire, si tu vois une information une première fois, tu la retiens 2 secondes, une deuxième c'est 2 minutes, une troisième c'est 2 heures, une quatrième c'est 2 jours, une cinquième c'est 2 Moi. semaines. Après Merde. c'est moi.
Non, mais vraiment, c'est une règle de 2 comme ça. Tu viens de. Ah, c'est un super spoiler. grand oral. Ouais. Ce sera un super sujet grand oral. Putain, merde, c'est passé. Putain. Enfin, les questions sont passées. Dommage. Alors, donc, premièrement, vous avez un peu spoilé la suite de ma chronique, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous expliquer ça en 5 points. Du coup, j'ai pas dit. Donc, premièrement, pratiquez la répétition espacée. Révisez régulièrement les informations que vous souhaitez mémoriser en utilisant des intervalles de temps progressifs. Cette méthode optimise l'encodage des informations dans votre mémoire à long terme. Alors, faut savoir que oui, la mémoire, c'est un peu une clé USB et un disque dur. Un disque dur. J'ai pas réussi à le dire, mais oui, T'inquiète. c'était ça. Et donc, Un disque dur. du coup, il faut les stimuler pour qu'il n'y ait pas de problème quand vous vous débranchez. Ça, c'est en fait, faut rafraîchir un peu la mémoire. Ouais, de temps c'est en ça. temps. Faut refresh de temps en temps. Bref. Deuxièmement, utilisez des techniques de mémorisation visuelle. Associer les informations à des images mentales ou créer des schémas visuels pour renforcer la rétention. Le cerveau a une tendance naturelle et à se souvenir des images plus facilement que des mots seuls. Ça me fait rire parce que je vous vois faire des mouvements du coin de l'œil comme ça. Ouais, mais on mime Vous mimez pour les malentendants. Pour les gens à la radio, on mime. Ouais, voilà. Très Du coup, pratique et efficace. Je les vois faire des bêtises du coin de l'œil. Donc, troisièmement, engagez plusieurs sens dans l'apprentissage. Impliquez autant de sens que possible lors de l'étude. Par exemple, lisez à voix haute pour stimuler les l'ouïe, écrivez les informations clés pour solliciter la motricité fine et associez des émotions positives à vos souvenirs pour renforcer l'impact émotionnel. Ça m'énerve parce que je suis en train de me rendre compte qu'en fait, t'as tout spoilé. T'as spoilé mes 3 premiers points, Je Ilan. suis désolé. Mais par contre, j'ai une question. Comment pour des révisions, tu t'interpelles le toucher? Par la motricité fine. Ah ouais, elle l'a dit. Bah, vraiment, je viens de le dire. Non, parce que moi, je m'imaginais en train de caresser ma fiche de révision. L'écrire en braille, tu sais, pour C'est repasser de la par-dessus. sentir doucement pour faire l'odorat. Vous me fatiguez. Parfum cours de maths. Ensuite, faites des pauses régulières. Le cerveau a besoin de temps pour consolider les informations. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un muscle. Hein. Juste comme ça. Donc un muscle, si vous passez genre 1000 heures à tenir un verre par exemple dans votre bras, bah, au bout de 1000 heures, votre bras il va en avoir un peu marre. Et vous allez... Waouh, parler petit ce peu. matin c'est Et dur. pas Hein. que notre bras, parce que si on passe 1000 heures, après on va avoir faim aussi, on va avoir soif, on Ouais. va envie de dormir, c'est fatigant. Mais imaginons que tu n'as pas tout ça. Tu tiens un verre à bout de bras, Ouais. un verre plein d'eau. Au bout de première minute, en vrai, ça va aller. Mais au bout de plusieurs heures, tu vas en avoir marre, ça Même va si le faire verre mal il au est bras. tout petit, il pèse pas beaucoup. Mais si juste le fait même juste, tu tends ton bras quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et du coup, Bah tiens, tu- bouge pas pendant toute la fin de l'émission. Ah, j'en ai marre déjà. Et donc, du coup, c'est comme ça. Et vos bras, vos muscles du bras, ils vont dire stop, moi j'ai envie d'une pause. Là. Bah, le cerveau, c'est pareil. Voilà. Donc, planifiez des pauses régulières lors de vos sessions d'études pour permettre à votre cerveau de reposer et de traiter les informations plus efficacement. Pour faire ça, il y a un très bon truc, une très bonne méthode de travail, ça s'appelle Pomodoro. Mais Vous qui ne, connaissez qui ne marche pas avec moi. Ah. Parce que je sais que. Alors moi je suis d'accord, je fais des pauses régulièrement, mais il faut que j'ai fini ce que j'ai commencé pour faire la pause. Ouais, je alors que, comprends. alors que Pomodoro, tu t'arrêtes au bout d'un Voilà, temps. Pomodoro, en gros, pour ceux qui savent pas, c'est 25 minutes de cours, 5 minutes de pause, 25 minutes de cours, 5 minutes de pause. Encore ça 2 fois, et après on gagne une plus grande pause de 15 minutes, et on peut recommencer un autre cycle de 2 heures. Parce que je sais que bah, moi, si je pourrais peut-être prendre 2 heures à faire, par exemple, à réviser un truc de physique-chimie, j'en prends trop au bac, et après je vais faire ma pause. Mais si par exemple je faisais 25 minutes de physique-chimie, une pause, 25 minutes de physique-chimie, une pause, jamais je tiendrais pendant 2 heures. Ouais, tu t'arrêtes dans le milieu d'un truc, donc t'as envie de continuer, et au final tu squeezes un peu ta pause, et voilà. Ah, Quoi. mais surtout que je me dis, bon, bah faut que je fasse une pause pour bien travailler, et ma pause elle dure plus de 2 minutes, parce que du coup, comme j'ai été lancée dans quelque chose, faut que je me relance dans le même truc, tu vois. Ouais. C'est un peu comme une voiture que tu dois relancer, ça donne beaucoup d'énergie, tu vois, de relancer une voiture. Ah, ça consomme hein. Ah, moi je suis comme une voiture, je consomme. Ouais, tu consommes du glucose à ce moment-là. Hein. Ça sent le permis dans pas longtemps, du côté Ça de sent chez le permis, Kiev, les épreuves dans pas longtemps, ça sent la fin d'année de terminale à plein nez là. Chut. Je suis dans le déni. Il faut savoir que si on peut Qui continuer dénie. sur cette question de temps de pause, etc., moi je suis un peu comme Claire, sauf que moi je m'impose une limite de temps. Tu t'imposes une pause. Je m'impose une limite de temps. Waouh. Oui, elle était pas mal, mais attends, Claire, ça me fait plaisir. Voilà. Merci. Donc, en fait, je me dis, pendant 1 heure, je travaille ça.
Et après, je prends, je sais pas, 5-10 minutes de pause. Mais je sais que sur la limite de 1 heure, faut que je commence et que je termine parce que sinon je pourrais pas prendre la pause non plus. Et si je dépasse, ça va me mettre dans un bad mood. Vraiment, je serais là en mode punaise. Alors que moi, si souvent je me donne du temps. Mais par exemple, si j'ai terminé avant, je me fais une plus grande pause. Je comprends. Et donc, enfin, utiliser des techniques d'association et de regroupement, trouver des liens et des relations entre les différentes informations à mémoriser, créer des catégories ou des schémas logiques pour organiser les connaissances, ce qui facilitera la récupération des informations lors de l'évaluation. Oui, là-dessus, il y a un truc qui aide beaucoup et qui fait aussi beaucoup chier, la synesthésie. J'en avais déjà parlé dans une de tes chroniques, je crois, où du coup, moi, je suis synesthète et j'associe des mots, des concepts et des couleurs. Et donc, parfois, c'est ultra bénéfique parce que je me dis, je pense à une couleur et je fais « Ah mais oui, mais c'est ça ». Parfois, je confonds des trucs parce que par exemple, les mots ont la même couleur. C'est comme ça que j'ai mis une ville d'Asie au milieu de l'Afrique. Parce que c'est commencé par un S. Ça t'est déjà arrivé de répondre à une question, genre une couleur? Quelle est la capitale de la Chine? Bleu. Rouge. Ah, rouge. Non, la Chine, c'est rouge. Par contre, après, la capitale de la Chine, c'est Pékin. Oui. Du coup, ça t'as plusieurs capitales en Chine. Ah ouais? T'as la capitale économique, mais la capitale. Il y en a plein, c'est ce que je te dis. Il y en a 2 hyper connus, c'est Shanghai et Pékin. Mais en soi, pour répondre à ta question, non. Ouais, ok. Il y a Hong Kong aussi, je crois. Mais par contre, c'est... Hong Kong, non, c'est un cas particulier. Vous savez, l'expérience où tu dois dire la couleur d'un mot, où tu as par exemple plusieurs mots, plusieurs couleurs écrites dans une couleur différente. Par exemple, tu as bleu écrit en orange. Oh ouais, ça, c'est horrible. Voilà. Et où il faut dire la couleur ou le mot, ouais, voilà. c'est perturbant. Et moi, ça, j'ai beaucoup de mal. Parce que du coup, je vois la couleur, je vois le mot. J'associe la couleur au mot de la couleur du mot. Voilà, parce que du coup, pour moi, le mot bleu est bleu, c'est logique. Jusque-là, c'est logique. Voilà, quand même. Le mot jaune, il est violet. Parce que c'est la couleur complémentaire. Non, c'est faux. J'ai cru. Mais c'est vraiment la couleur complémentaire, par contre. C'est un vrai truc. Mais par contre, c'est trop bizarre parce que moi, tu vois, j'associe des mots, des concepts ou des trucs à des couleurs ou à des sensations. Et par contre, le test là, des mots, mon cerveau arrive parfaitement à dissocier les deux. Et j'arrive à me dire que quand orange est écrit en bleu, je sais dire bleu ou orange en fonction de ce qu'on me demande. Tu vois. Moi, du coup, c'est perturbant parce que parfois j'arrive très bien, mais parfois je suis en mode oula, c'est compliqué. Et je ne comprends rien. Moi, quand j'arrive à cette page dans Picsou Magazine, je tourne la page. Waouh. Voilà, c'est la fin de cette dernière chronique sur la mémoire. Maintenant, vous avez toutes les informations possibles pour avoir des 20 à vos futures évaluations. Faut trouver des moyens Momo techniques. Momo technique. Faut trouver Momo. Il va nous aider les techniques. Waouh. Merci. Ouais, je suis en forme ce matin. Ouais. Et là, on va passer à la surprise. La première surprise. La deuxième pause musicale. Oui. La deuxième musique de la semaine. Waouh. Donc, nous allons maintenant passer à la deuxième musique de la semaine, qui est Africa de Rose Lawrence. Est-ce que je l'ai bien prononcé, Claire? Je pense. Ok, parfait. Parce que du coup, c'est sa pause elle. Enfin, c'est sa musique à elle. Donc, je sais pas si je le prononçais correctement. Je pense qu'ils vont citer ta ville d'Asie en Afrique, dans Africa. Non. Ah. Et donc, du coup, moi, je vous dis encore une fois à tout de suite sur Delta FM 95.2. Bonne écoute. On est de retour sur Delta FM. Il est actuellement 9h57 et vous venez d'écouter Africa de Rose Lawrence. J'allais dire l'inverse. Rose Lawrence de Africa. Non, pas du tout. L'Afrique a créé Rose Lawrence, peut-être. Hein. Ouah, le blanc. Peut-être. C'était un bide. Wesh. Il est actuellement 9h57. Effectivement. Et quoi ? Effectivement. Chaque yes. Et nous passons maintenant à la chronique improvisée par Ilan. Ouais. Oh, ça faisait longtemps ça. Vas-y Ilan, je t'en prie. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire une chronique improvisée. Il a pas de virgule. Ah, mets-moi une virgule. Non, je sais pas, mets-moi une virgule, ça m'évoquait ça. Non, comme on l'a vu dans Choupot, les chroniques improvisées sont peut-être pas les meilleures. Mais je me suis dit, c'est la dernière fois que je serai à la radio. C'est la dernière émission, c'est le dernier jour de l'année. Alors allons-y. Alors, petit préambule avant, je vais vous faire ici une partie de mon grand oral.
Ah bah Alors ça, c'est un copier-coller, ça. Vraiment, j'essaie de retenir le plus possible ce que tu as dit dans ton préambule pour le copier-coller, mais j'ai tout oublié. J'ai dansé Africa, là je peux plus. Tout oublié comme Angèle. Voilà. Tout oublié. T'as pas écouté correctement ma chronique sur la mémoire. Si. Ah ouais, non, bah du coup j'ai compris la blague. Et comme j'ai fait mon préambule en intro, je pourrais même pas en impro, je pourrais même pas te le filer. Ah bah mince, dommage. Bon, je vais aussi faire une partie de mon grand oral. Grand oral aussi portant sur la spécialité mathématique et sur la question des infinis. Voilà. Oui, Vous êtes d'accord. prêts? Oui. Oui, mon capitaine. J'ai rien entendu. Oui, capitaine. Oh, qui vit dans un ananas sous la mer, Bob l'éponge, On est parti en cacahuète en 2 pourrait secondes faire 30, c'est carrière, terrible. Bob Bon, alors, l'éternité, c'est long, comme disait Woody Allen. Surtout vers la fin. C'est débile comme question. C'est comme si on disait l'infini, c'est grand, surtout vers le bord. En même temps, l'infini, c'est une notion tellement complexe à se représenter. Alors, on va prendre un peu de temps pour se familiariser avec. Imaginez une route, une très très longue route, avec comme borne kilométrique les antinaturels. On commence à 0, 1, 2, 3, 10 545 793, et on avance ici sans but. On tombe sur des bornes kilométriques de plus en plus grandes, avec des chiffres de plus en plus longs, sans but. Et là, c'est normal, c'est parce qu'on imagine l'infini par portion et non dans son ensemble. Pour faire ça, on va avoir besoin d'un mathématicien du 19e siècle, inventeur de la théorie des ensembles, Georg Cantor. Pour Georg Cantor, l'infini et les antinaturels, c'est pas une route, mais c'est plus un sac un peu spécial comme celui d'Hermione dans Harry Potter, qui les contiendrait tous. Il contient un ensemble infini d'éléments. Et pour parler du nombre d'ensembles que ce sac contient, on va parler de cardinal et d'ensemble. On appelle donc ce sac n pour les entiers naturels. Et on va dire que le cardinal de n est égal à l'infini. Alors, on va aussi avoir besoin d'un autre outil de Georg Cantor, ce qu'on appelle la bijection. On peut établir bijection entre deux ensembles, entre deux sacs, s'ils comptent le même nombre d'éléments. C'est-à-dire si on peut relier 2 à 2 chaque élément sans oublier personne. Prenez le sac de nos téléphones d'un côté et de nos personnes de l'autre. On peut relier un téléphone à une personne sans oublier personne. On est d'accord? Alors maintenant, faisons une petite expérience. Utilisons la bijection avec nos ensembles infinis un petit peu spéciaux. Prenons d'un côté tous les nombres pairs, rangés dans l'ordre, 0, 2, 4, 6, 8, et tous les nombres impairs, rangés dans l'ordre, 1, 3, 5, 7, 9, jusqu'à l'infini. On peut vite se rendre compte qu'il suffit d'ajouter 1 à tous les entiers pairs pour trouver l'entier impair associé. 0 plus 1, 1, 2 plus 1, 3, et ainsi de suite. On a donc un lien de bijection entre les deux ensembles. L'ensemble des pairs et l'ensemble des impairs sont égaux, ils ont le même cardinaux, ils ont le même nombre d'éléments. Jusque-là, rien d'étonnant, il y a autant de pairs que d'impairs. Faisons une deuxième petite expérience, avec d'un côté l'ensemble de tous les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ainsi de suite, et de l'autre que les nombres pairs, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ainsi de suite. Et là, on peut aussi se rendre compte qu'il suffit de multiplier par 2 chaque entier naturel pour trouver le nombre pair associé. 0 fois 2, bon, ça fait toujours 0. 1 fois 2, 2. 2 fois 2, 4. 3 fois 2, 6, et ainsi de suite. On a encore une fois trouvé un lien de bijection. Et par bijection, on vient de prouver qu'il existe autant de nombres entiers naturels que de nombres pairs. En théorie des ensembles, la partie peut être aussi grande que le tout. La suite est compliquée. Je peux peut-être vous la faire si vous voulez. À partir du moment où tu m'as dit qu'il y a autant de nombres entiers naturels que de nombres pairs, mon cerveau a fait. Bah t'en fais quoi des nombres impairs du coup? Ah, il y a aussi autant de nombres entiers naturels que de nombres pairs. Je peux aussi te prouver qu'il y a autant de nombres entre moins l'infini et plus l'infini que de nombres entiers naturels. En fait, établir une bijection entre les entiers naturels et n'importe quel ensemble, ça vient à le numéroter. Si on fait une bijection, tu donnes le 0 à un truc, le 1 à un truc, le 2, le 3, le 4, tu le numérotes. Il suffit en fait de trouver un moyen d'ordonner ton ensemble. Si on prend les entiers relatifs, donc pour ceux qui ne font pas maths et qui nous écoutent, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Pour essayer de les numéroter, on pourrait être un peu perdu. Il y a un infini en plus, un infini en moins, je ne peux pas réellement commencer. Si je commence à moins 1 million, il y aura toujours moins 1 million 1, qui sera toujours plus petit, et pareil dans l'autre sens. En fait, ce qu'il faut faire, c'est commencer au 0, et attribuer les pairs au positif et les impairs au négatif. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en passant d'un côté et de l'autre. Et là, on a trouvé un moyen d'ordonner cet ensemble des entiers relatifs. Ok. Et on peut faire ça avec les nombres décimaux, 3,74 et tout ce qui s'ensuit. On peut aussi le faire avec les nombres rationnels. On peut le faire, ceux qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. Par contre, avec les nombres réels, on a cherché à le faire, mais on n'a jamais pu le faire. Précise que c'est un nombre réel. Un nombre réel, oui, c'est un nombre en fait qui ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Oui, c'est ça. Enfin, l'ensemble des réels
contient tous les nombres, dont ceux qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme de fraction. Les rationnels peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction de A sur B, et les irrationnels, non, en fait. Par exemple, pi, 3,1415265358979323846264338, et j'en passe, c'est un nombre infini décimal, parce qu'en fait, on ne peut pas l'écrire sous la forme d'une fraction. Racine de 2, E, c'est pareil. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. E comme exponentiel. Voilà, qui vaut 2,300, non, 2, quelque chose. Je vous propose que je m'arrête là aussi. Hein. J'arrête ma réflexion. Non, mais si ça peut te rassurer, moi aussi je fais maths et j'ai pas tout compris. Moi, j'ai compris et j'ai trouvé ça passionnant, mais j'ai pas fait maths, donc je suis très très vite arrêtée sur le sujet. Mais je veux bien te croire. Hein. Et après, je te après crois on part en fait fond, sur la preuve que justement les nombres réels, il y en a plus que les nombres. Il y a plus de nombres entre 0 et 1 que de nombres tout court. Attends. Tu prends tous les nombres entre 0 et 1, ok? Tu les listes tous. Oui. Bah, Ok, tu vas- tous. ça va te prendre un sacré temps. Ouais, mais tu imagines jusqu'à l'infini, Ouais. tu les associes tous à un entier. Le 0, 0, quelque chose, le 2, 0, ok. On crée un nouveau nombre qui commence lui aussi par 0, comme tous les autres, et tu prends comme première décimale la première du premier nombre, comme deuxième la deuxième du deuxième nombre, comme troisième la troisième du troisième nombre, ok? Ainsi de suite. Et à toutes ces décimales, maintenant que tu as ce nouveau nombre, tu vas ajouter 1 à chacune décimale, ok? Tu obtiens un nouveau nombre. On va le comparer à tous ceux qu'il y a dans la liste. Il est différent du premier par sa première décimale, on y a ajouté 1. Différent du deuxième par sa deuxième décimale, du troisième par sa troisième, et ainsi de suite. Il n'est donc pas dans la liste. On a supposé une bijection, elle tient plus. Par l'absurde, on vient de prouver qu'il y a plus de nombres réels entre 0 et 1 que de nombres entiers tout court. Ça marche entre n'importe quel intervalle, avec n'importe quelle liste. Et donc le cardinal de R est plus grand que le cardinal de N noté mathématiquement. C'est ce qu'on appelle l'argument diagonal. Voilà. Ah, moi, j'ai compris. Diagonale, j'ai compris. Argument, j'ai compris aussi. Le reste, non. Je suis très vite limitée en maths. Moi, je me suis arrêtée au théorème de Pythagore, au théorème de Thalès et l'inverse, hein, finalement. Et moi, Thalès, je le connais plus bien. Ouais, franchement, ouais. Tu me demandes de faire un Thalès, je bug. Alors, Sérieux Pythagore, Ouais. les deux dans le nez, Thalès. Et c'est comme les... J'ai oublié le nom. Mais A plus B carré... A Les moins- identités remarquables. Ouais, voilà, ça. Ça, je l'aime bien. Je suis fan. Ah, et ça, c'est lié à du dénombrement et le triangle de Pascal. Et oui, carrément. Sur ce, Sur ce, alors. c'est déjà la fin de cette émission. C'est déjà la fin de cette émission, Ilan. Pose ce xylophone. D'accord. Merci. Donc c'est la fin de cette émission. J'aimerais tout d'abord remercier Claire, aussi sous le nom de Clairette, qui a accepté de me supporter toute cette année pour cette dernière année du journal des lycéennes. On pleure pas, hein, tu Non. promets. Promis. Et oui, c'est avec le cœur brisé que je vous dis qu'il n'y en aura plus. Sauf si quelqu'un décide de le reprendre, ce à quoi je serais très heureuse de savoir ça. Et même si moi, par exemple, par miracle, je réussissais à trouver une radio l'an prochain, ça s'appellera plus le journal des lycéennes, puisque je serai étudiante, donc ça s'appellera le journal d'une étudiante. Et Ça se tient. voilà. Je remercie Ilan, qui a, Non, mais moi, je vous remercie. qui a décidé de venir faire sa dernière émission radio avec nous. Merci de m'avoir offert ma dernière émission radio. Oh. Ça va me faire pleurer. Oh, mais non! Oh non, bichette. Oh, bah, c'était pas le but. Ah si, totalement, c'était visé. Je rigole, évidemment. Mais pas de panique. Tout de même, il reste d'autres super émissions radio en cours et potentiellement qui vont s'en créer l'année prochaine. Mais oui. Pour vous, rien pour vous. Et si on vous manque trop, il y a quand même nos émissions sur Spotify, YouTube, Deezer et le Ouais. site de la radio, Delta FM 90.2. Apple Music aussi. Et Apple Music, on a appris ça il y a pas longtemps, Apple Music en fait partie. Pour finir les remerciements, je voudrais remercier Justine, la technicienne radio, Merci Radio, Merci Justine. beaucoup, Justine. sans qui créer une émission toute seule n'aurait jamais été possible. J'arrête mon long discours ici et vous dis peut-être à une prochaine fois. Prenez soin de vous. Ciao ciao. Bisous. Merci.